Bonjour, bonjour à toutes et à tous. M'entendez-vous, nous entendez-vous correctement? Je vais d'abord m'assurer que tout le monde puisse nous entendre correctement. Je vois Bernard, bonjour. Bonjour Bernard, nous entendez-vous? Mélanie aussi également, Clotilde. Bienvenue à toutes et à tous. Oui, parfait. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup, Clotilde. Merci, Mélanie. Merci, Bernard. Je vous propose que nous attendions juste quelques petites minutes, le temps d'accueillir nos hôtes à ce webinaire Relations clients d'excellence. Donc, restez bien connectés. J'en profite pour vous donner quelques éléments de connexion. Privilégiez bien Chrome ou Edge, qui généralement vous permettent de garder une connexion maximale, également donc, tant pour le son que la vidéo d'ailleurs. Et bien entendu, nous sommes avec vous, nous lisons donc dans le chat l'ensemble de vos réactions et questions, et j'aurai le plaisir de porter votre voix tout au long de ce webinaire. Il nous reste une petite minute, nous venons de passer donc à 12h30 exactement. Je vous propose donc de débuter cet échange. Nathalie, merci beaucoup. Merci de nous faire l'honneur de ton temps et de ta présence aujourd'hui. Donc, je vais me présenter brièvement et surtout introduire Nathalie, qui est celle qui vous donnera justement tout son regard affûté sur ce qu'est la relation client d'excellence, d'autant plus à l'aune du contexte que nous vivons à l'heure actuelle de manière mondiale. Je suis donc Émilie Bourrel, directrice de l'IFG Executive Education. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui donc Nathalie Paldacci, qui est experte luxury attitude, mais également donc bien entendu en relation client d'excellence. L'IFG Executive Education, en quelques mots, c'est notamment en effet l'IFG Luxury Attitude, une institution de plus de 65 ans. Le luxury est une expertise que nous avons développée il y a plus maintenant de 20 ans. Nathalie, tu auras l'occasion justement de le rappeler et de le présenter à l'ensemble de nos hôtes. Et c'est également à peu près 1500 apprenants tout au long de l'année sur des expertises allant du management stratégique, la finance, la relation client d'excellence, mais également le développement durable, puisque bien entendu, nous répondons aussi finalement aux problématiques et aux nouveaux paradigmes qui se présentent aux décideurs, puisqu'en effet, les personnes qui viennent et qui rejoignent le réseau IFG, ce sont bien entendu des décideurs, donc des directeurs généraux, CEO, DAF, si je pouvais le dire de manière un peu vulgaire, mais en tout cas directeurs financiers, directeurs des ressources humaines, managers des talents, sont en effet les personnes qui rejoignent nos rangs, et aussi et beaucoup, et je les mets un peu à part, mais les entrepreneurs. Voilà. Et pour qui justement la relation client d'excellence est clé. Nathalie, je préfère te laisser te présenter. Tu le feras encore beaucoup mieux que moi. Et encore une fois, merci. Merci d'être présente et à mes côtés ce jour pour présenter la relation client d'excellence. Merci infiniment, Émilie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis absolument ravie et surtout très honorée de pouvoir réaliser ce webinaire aux côtés d'Émilie. J'attends vos questions avec impatience. Alors, qui je suis? Donc, je suis Nathalie Paldacci, référente donc Luxury Attitude au sein de l'IFG depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Je suis à la fois donc dans la partie consulting, dans la partie formation et aussi dans la partie coaching, puisque je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, Luxury Attitude, c'est un accompagnement sur du long terme pour toute entreprise qui souhaite justement insuffler cette excellence dans la relation client. Alors, pour vous donner quelques exemples de ce que nous avons fait jusqu'à présent, ça va de la petite entreprise qui souhaite vraiment se tourner client
aux mastodontes des énormes entreprises du CAC 40 qui, elles aussi, souhaitent changer de paradigme et passer de ce côté centré produit vers plutôt une culture orientée client. Alors pourquoi? Évidemment, tout un tas de raisons. Et je pense que ça, c'est le plus important à dire aujourd'hui, avant de passer sur les détails techniques de ce que nous pouvons faire pour vous. Pourquoi aujourd'hui cette expérience client, cette relation d'excellence que tous cherchent aujourd'hui, puisque c'est la stratégie vraiment qui est au cœur de toutes les pensées des PDG, comme tu le soulignais, Émilie, tout à l'heure. Déjà, pour revenir un petit peu à la genèse de Luxury Attitude, il y a plus de 30 ans maintenant, ce cabinet de consulting et de formation est né sous l'impulsion des hôteliers, 5 étoiles, Palace, plutôt parisiens, qui se sont très tôt penchés sur la question, quand on a un très beau produit, qu'on fait tous les efforts sur le tangible, sur le matériel, sur cette expérience extrêmement fonctionnelle, comment faire la différence pour vraiment créer une empreinte mémorable dans l'esprit des clients. Alors, ça peut être pour générer de la fidélité, mais ça peut être aussi et surtout pour générer ce côté ambassadeur. Je vais recommander cette marque plutôt qu'une autre parce que j'y ai vécu un bon moment. Vous savez pertinemment que l'expérience client est une succession de moments plus ou moins bons, plus ou moins irritants. Et justement, nous sommes à vos côtés pour faire en sorte que cette expérience soit la plus sans couture possible, avec le moins d'irritants possible. Donc très tôt, les hôteliers nous ont posé la question, aidez-nous à créer cette différence. Donc les premiers contrats sont arrivés avec notamment le Plaza Athénée et je salue monsieur François Delahaye qui a été celui qui nous a fait le plus confiance en premier. Et puis le bouche à oreille faisant son effet, sans les réseaux sociaux à l'époque, hein, nous nous sommes étendus de l'hôtellerie au retail et nous avons travaillé pour de nombreuses marques, par exemple du groupe LVMH, du groupe Kering, voilà, toujours dans le luxe, mais aussi dans le non-luxe. Et là, j'attire votre attention sur le fait que nous ne sommes pas réservés à cette dimension luxe. Nous avons travaillé, et là je le cite parce que j'en ai eu l'autorisation, j'ai eu le grand plaisir d'accompagner la chaîne d'opticiens Les Guildiens Chris, donc qui est une chaîne évidemment d'optique, mais aussi d'audition. Et qui nous a contactés dans un moment où l'entreprise traversait une forme de marasme économique du fait de la saturation du marché et de l'ensemble de ses concurrents. Et pour vous donner un exemple, après un accompagnement de plus de 3 ans aux côtés de cette entreprise magnifique que nous avons accompagnée auprès des collaborateurs, mais également des managers, des dirigeants, eh bien cette entreprise a su garder la tête hors de l'eau, si je puis dire, continuer cette très belle croissance alors que le marché, lui, en règle générale, était plutôt plat, voire en descente, en récession. Donc, ça a été, vous voyez que nous sommes capables d'accompagner aussi bien des positionnements moyens haut de gamme, des positionnements haut de gamme, des positionnements luxe, des positionnements ultra luxe. Voilà, nous sommes extrêmement agiles. Tout à fait. Eh bien, je reprends la parole pour finalement la donner à notre auditoire. Très bien. Mais finalement, vous, qui êtes-vous? Donc, je me permets de vous soumettre un petit sondage. Vous avez bien sûr à loisir la possibilité d'y répondre ou non. Mais l'idée, et c'est ce que nous souhaitions aujourd'hui avec Nathalie, c'était aussi vous connaître. Et également, voilà, donc je vous soumets, excusez-moi, je ne suis pas encore rompue à l'éclat. Pouf, alors, tac, tac, excusez-moi, je fais,
Alors, je vais refaire. Excusez-moi, je suis mauvaise sur ça. Je fais ce qu'il faut, je fais ce qu'il faut. Ok, c'est bon? Alors, hop. Et si je fais là, non, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Eh bien, écoutez, je vais tout simplement vous demander par le biais du chat, qui êtes-vous? Êtes-vous justement directeur, responsable RH, CEO, manager, chef projet ou bien curieux? Qui êtes-vous finalement? Je vais vous laisser quelques minutes. Ce serait intéressant pour nous d'avoir en effet... Merci Sadia. Merci. Je laisse d'autres personnes répondre. Ah, le vote a fonctionné. Très bien. Parfait. Ah, bien, écoutez, c'est parfait. Ok. Bon, la prochaine fois, je m'exercerai mieux. Préparation. Exactement, tout à fait. Voilà, manager. Merci, Emilienne. J'entends Eric nous dire donc que le vote a fonctionné, que vous avez pu justement répondre. Vous avez reçu le sondage. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup. Et je vais maintenant vous demander quel accompagnement recherchez-vous? Recherchez-vous en effet un accompagnement au changement pour passer d'une culture produit, comme tu l'évoquais, à une culture centrée client? Ou recherchez-vous plutôt un accompagnement qui vous permette justement d'améliorer l'excellence de relation, ou du moins l'esprit de service au sein de votre entité? Ou plutôt recherchez-vous un accompagnement pour harmoniser en effet les pratiques d'excellence de la relation client au sein de votre entité? Je me permets donc de vous envoyer la question, puisque a priori la soumission fonctionne. Donc voilà, tout va bien. Et voilà, vous devriez recevoir en effet la deuxième question. Et je vais maintenant regarder donc les réponses à ce sondage. Merci Lydie, je vois donc que vous nous répondez, vous êtes manager. Et je vais regarder les réponses du sondage. Voilà, hop. Et voilà. Ok, donc il paraît, donc j'ai vraiment un problème technique. Je n'arrive pas à voir vos réponses. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, faisons fi de cela, mais faisons connaissance aussi. Donc, je vous appelle, je vous exhorte vraiment à nous poser l'ensemble de vos questions. Ne vous arrêtez pas non plus aux questions. Si vous avez des remarques, des idées, n'hésitez pas. L'idée étant justement de pouvoir dialoguer également avec vous. Je porterai votre voix. Nathalie, voilà, je te laisse en effet pouvoir parler. Alors. Merci. Je vois qu'on recherche majoritairement. Eric Imburger, en effet, répond justement. Une majorité, en effet, de nos auditeurs recherchent une amélioration de l'esprit de service au travers justement de cette présentation. Allons-y. Merci beaucoup, Eric. Alors, amélioration de l'esprit de service. Oui, c'est un grand sujet et je vous remercie pour cette question très intéressante. Améliorer, ça veut dire que c'est déjà ancré en vous. Donc, l'amélioration peut passer par un accompagnement extrêmement sur mesure. Donc, déjà, pour cette amélioration, il faudra sans doute une immersion de la part de nos consultants, de moi-même, pour pouvoir déjà analyser, vivre un petit peu l'expérience client au sein de votre entreprise, pour pouvoir ensuite évoquer les pistes stratégiques, tactiques sur ces points d'amélioration, parce qu'il s'agit peut-être d'une amélioration extrêmement ponctuelle, comme dernièrement j'ai eu la demande d'une amélioration sur les lobbies d'hôtels qui changent aujourd'hui parce que les hôtels sont en pleine révolution en termes stratégiques. L'hôtellerie n'est plus envisagée comme elle l'était il y a encore une vingtaine d'années.
Donc, il faut attirer une clientèle locale tout en continuant de séduire cette clientèle internationale. Donc, l'amélioration peut se faire d'une manière très ponctuelle sur certains points de contact de la chaîne de valeur de l'expérience client. Par exemple, le lobby de l'hôtel, où effectivement, c'est tout de même extrêmement important dans la mesure où ça participe de ces premiers instants qui créent de l'émotion ou positive ou négative. Est-ce qu'on se sent bien dans cet hôtel? Est-ce qu'on a envie d'y consommer plus et d'y rester? En fait, c'est ça, c'est de travailler sur l'intention de service, l'esprit de service. Est-ce que l'ensemble des employés qui sont à bord de votre entreprise sont engagés, impliqués? Est-ce que tout le monde partage cette même vision orientée client? Donc, l'amélioration peut passer par certains points de contact. Elle peut aussi passer par un point de contact parfois très irritant qui est le call center, sur lequel aussi nous travaillons beaucoup. Elle peut aussi passer par le B2B, par exemple les directeurs de vente qui sont chargés de commercialiser la marque et de la vendre à d'autres. En fait, l'amélioration va passer aussi, et c'est extrêmement important parce qu'en définitive, quand vous parlez d'amélioration, je sens qu'il y a déjà un point quelque part qui existe, mais cette amélioration doit être une amélioration en continu via le management, le leadership, et c'est aussi parfois changer de posture, changer de management. Lydie qui nous écoute également est preneuse du regard justement du passage de culture produit à culture client. Voilà, sache que, et c'est vrai qu'il y avait quand même au moins 31% de répondants hein, sur ce sujet-là. Très bien. Voilà. Merci Lydie pour cette question. Alors, une fois qu'on rentre dans l'accompagnement ou dans l'amélioration, le passage de l'orientation produit à l'orientation client demande du temps. Déjà là, je pense que c'est le premier prérequis. C'est de se dire que rien ne se crée dans la précipitation, mais plutôt dans un accompagnement bienveillant, mais avec évidemment ce regard posé sur les collaborateurs et sur soi-même, et ensuite bien écouter la voix du client. Je pense que ça aussi c'est important. Surtout ne pas avoir peur des remarques que beaucoup de clients peuvent faire, même si c'est parfois pris de manière un petit peu à vif. Ce sont autant de manières de s'améliorer sur les points de contact qui restent des points de vigilance. Les meilleurs projets que j'ai eu à conduire et certainement les plus réussis sont ceux qui se sont ancrés dans le temps. Et quand je dis dans le temps, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que l'amélioration va se faire par vagues successives. Prenons par exemple dans le secteur du retail, nous pouvons prendre quelques magasins pilotes, travailler sur ces magasins pilotes, regarder, mesurer la performance, mesurer l'engagement des collaborateurs et ensuite diffuser. Et ces collaborateurs qui ont su faire naître ce désir et cet engagement client, qui ont su passer de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire être réellement centré client, eh bien, vont être les porte-voix, les porte-paroles et devenir peut-être les ambassadeurs en interne qui vont justement être autant de témoins très importants de comment ils ont fait et comment ils ont pu réussir. Mais finalement, Nathalie, je me pose aussi moi-même une question. Quand on parle d'excellence de la relation client, ça me paraît finalement aller de soi. Et tu es en train de nous dire que finalement, mais c'est pas si évident que ça quand on a un collectif, parce que ce que j'entends, c'est qu'il faut pouvoir et savoir embarquer. Oui, absolument. Et puis aussi, alors tu as tout à fait raison, le savoir embarquer, le savoir
coacher, le savoir onboarder aussi, puisque si nous avons affaire à des ressources humaines, des personnes des ressources humaines aujourd'hui, il y a des phases extrêmement importantes aujourd'hui dans la vie d'une entreprise, en fonction du secteur d'activité où vous êtes positionné. Vous pouvez avoir affaire à un challenge extrêmement important qui est le turnover du personnel, et là c'est toujours recommencer, puisque ça peut aller jusqu'à 30 voire 50% en fonction des secteurs d'activité. Alors il y a une enquête qui a été conduite de manière globale par Bain et compagnie il y a déjà quelques années, mais qui a été reconduite l'année dernière par le cabinet McKinsey au sujet de cette notion de service et d'excellence de la relation client. Et ils avaient posé, alors évidemment, une enquête avec plusieurs questions, tout secteur d'activité confondu, tout pays confondu, et 2 questions sont ressorties avec 2 chiffres clés que vous connaissez peut-être d'ailleurs. C'est que 80% des entreprises pensent délivrer un bon service. Oui, 80%, c'est énorme. Et très souvent, moi, quand je suis face aux clients, on me dit « mais tout va bien chez moi, les clients sont satisfaits ». Et quand ces cabinets ont posé la question reformulée de manière inversée à leurs clients, et vous, clients, que pensez-vous du service de cette entreprise? Le chiffre là est démonstratif de ce gap qui peut exister entre ce que l'on pense faire et la perception de ce que l'on fait. Seuls 8% des clients ont répondu « oui, je suis d'accord, je suis satisfait avec le service rendu ». Ok. Une question pour toi justement. Lydie, par exemple, disait qu'elle, son souci aussi, ou en tout cas ce qui l'interroge, c'est ce passage en effet de culture produit à culture client. Mais finalement, quelle est cette méthodologie IFG Luxury Attitude éprouvée et qui est, comme tu le dis, finalement sur du long terme? Comment se présente-t-elle? Alors, déjà, cet accompagnement est un accompagnement sur du long terme. Il démarre généralement donc par une immersion de notre part en mode client anonyme. C'est non pas pour juger, mais plutôt pour s'imprégner de l'expérience et trouver les points forts, bien évidemment, là où il va falloir se renforcer, mais aussi peut-être quelques faiblesses que nous allons pouvoir travailler pour pouvoir se renforcer et les passer du côté clair de la force, si je puis dire. Donc ça, c'est une première étape. Elle est vitale parce que elle me permet, moi par exemple, et l'ensemble des consultants Luxury Attitude, d'avoir vraiment une vision éclairée de ce que vous délivrez en termes de service et d'expérience. Une fois que nous faisons ça, généralement, la deuxième étape est de constituer un collectif d'entre 10 à 15 personnes, collectif qui peut être composé de dirigeants, de directeurs, de chefs de service, mais aussi de vendeurs, de conseillers, de réceptionnistes, si je prends l'exemple de l'hôtellerie, qui sont plutôt visionnaires et très volontaires. Et à partir de ce collectif, nous allons tous ensemble co-construire ce que nous appelons un cérémonial de service. Voilà. Donc cette étape de designer est extrêmement importante parce que c'est pas moi, c'est pas l'équipe de consultants Luxury Attitude qui va décréter. Le mieux pour engager, embarquer vos équipes, c'est bien évidemment leur demander de s'engager et de créer. Donc pour ça, il faut peut-être sortir des boîtes, sortir de sa routine, aller faire un peu de benchmarking pour aller voir ce qui se passe ailleurs, et puis ensuite revenir avec des idées nouvelles et de se poser la question comment est-ce que je peux faire différemment en définitive, à partir des procédures existantes dans l'entreprise, et tout le monde a des process et c'est logique, mais à partir de ces process, c'est comment est-ce que je peux faire différemment pour faire plaisir à mon client. Parce que s'il y a un irritant qui agace fortement le client, c'est qu'on lui dise non. Alors, on peut lui dire non, mais de bien des manières possibles, bien évidemment. Une fois que nous avons
co-créer ce design de service, eh bien, il y a tout le déroulement. Alors, il y a évidemment l'écriture qui passe par soit un livret écrit, soit par un ensemble de jeux de rôle, bien sûr, mais aussi de scénarios coécrits et qui vont donner naissance à des jeux digitaux, à de l'apprentissage via de l'e-movie learning, via un ancrage digital, parce qu'évidemment, si vos employés ont moins de 25 ans, bien sûr, aujourd'hui c'est TikTok et ce sont les vidéos. Mais c'est vrai que les vidéos sont intéressantes pour tout le monde. Donc, une fois que nous avons construit tout cela, nous sommes prêts à dérouler les formations. Alors là, il y a deux possibilités. Évidemment, une alternative, une fourche en Y. Soit vous déroulez en interne vos formations parce que vous avez déjà une académie et nous vous proposons de créer donc ce qu'on appelle le Trends Trainer ou la formation de formateur. Soit nous déroulons à vos côtés et tous ensemble l'ensemble des formations auprès de vos collaborateurs. Voilà comment ça se passe. Et puis ensuite, il y a toute la partie accompagnement, coaching, suivi, parce que ça n'est jamais gravé dans le marbre. Et il faut se remettre en question à peu près tous les 2 ans. D'accord. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Et alors, finalement, peux-tu nous donner quelques exemples justement d'intervention, puisque nous intervenons aussi dans plusieurs langues et tu es en train de parler finalement d'un parcours qui est vraiment en amont, pendant et en aval. Mais alors, est-ce que si j'ai déjà déterminé des signatures, est-ce que tu peux m'aider quand même? Ah, bien sûr. C'est ce que nous faisons avec un énorme groupe aéroportuaire aujourd'hui. Alors, je ne peux pas dérouler le nom parce que, bien évidemment, c'est en cours et nous sommes sous le sceau de la confidentialité. Mais bien sûr, nous pouvons tout à fait nous appuyer sur l'existant pour ensuite le redérouler. Alors là, évidemment, il y a peut-être une phase d'immersion pour voir ce qui est appliqué versus ce qui n'est pas appliqué des signatures de services qui ont été déjà créées, pour ensuite dérouler tout un aspect de formation et de coaching vis-à-vis des collaborateurs, mais aussi des managers. Pourquoi les managers? Parce que ce sont eux qui sont la courroie de transmission. Ce sont eux qui, de par leur exemplarité, vont donner ce tempo et qui vont être l'effet miroir voilà, que les collaborateurs vont vouloir suivre. D'accord, merci beaucoup. Et ce que j'ai compris aussi d'expériences récentes que nous avons eues auprès de nos clients, c'est qu'ils ont été même amenés à proposer en fait également de l'accompagnement à leurs propres prestataires pour s'assurer en effet d'un service optimum. Et ça a été quand même quelque chose d'assez fantastique même pour nous. Et oui, parce que en définitive, et ça j'ai encore en tête, cette phrase de ce directeur général que j'ai côtoyé pour justement cet accompagnement de toutes les parties prenantes de l'entreprise, qu'elles soient bien évidemment internalisées, mais aussi externalisées. Tout le monde est partie prenante de la chaîne de valeur de l'expérience client. Et que si sur un point de contact, on a vraiment un point de friction, ça peut générer des émotions négatives, notamment quand, allez, je vous donne un exemple, quand nous avons affaire à des gens de la sécurité qui sont chargés de surveiller les sacs, par exemple, à l'entrée d'un magasin, eh bien, eux aussi sont partie prenante de l'expérience client. Et l'autre jour, j'ai vécu quelque chose d'absolument extraordinaire. J'attendais l'ouverture d'une maison, d'une boutique, et en fait, la personne de la sécurité me faisait des signes désespérés, j'attendais sous la pluie, et il me faisait des signes désespérés, mais je sentais son empathie vis-à-vis de moi. Et quand il a eu l'autorisation d'ouvrir les portes, il m'a fait rentrer vraiment de manière, je dirais non précipitée, mais avec élégance, gentillesse et empathie. Il m'a dit « Venez vite vous réchauffer, madame ». Et j'ai trouvé que ce point qui peut être un point de non-retour ou un point de friction était un point, je dirais, extrêmement important dans la mesure où, grâce à lui, j'étais déjà dans de très bonnes dispositions vis-à-vis du reste de l'expérience qui m'attendait.
Et puisque tout le monde avait reçu le même type de formation et le même type de vision, parce que le pourquoi est important et que cette vision sur le long terme délivrée par le manager est aussi extrêmement importante, eh bien, l'expérience que j'ai vécue, qui m'a été donnée par ce chef de sécurité, a été exactement la même, d'une manière constante, par l'ensemble des parties prenantes de cette maison. Et je suis ressortie avec 2 articles au lieu de 1. Ça joue beaucoup sur la performance. Finalement, c'est exactement ce dont tu veux nous parler. Et je vais justement te poser la question du quand. Parce que finalement, si je suis une maison plutôt bien établie, pour l'instant, comme on dit, mon train, ma tendance est bonne, finalement, j'ai pas vraiment de questions à me poser. Ou est-ce que potentiellement, le fait de me remettre en question pourrait jouer sur ma performance à nouveau? Alors oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, si on parle aussi bien d'hôtellerie que de vente d'articles, que ce soit des voitures, des sacs à main, enfin bon. Oui, voilà. Tu nous emmènes dans tous les secteurs finalement. Les champs sont vastes, hein, d'accord. Évidemment. Et il n'y a pas que le service finalement, il n'y a pas que le secteur des services, ça peut être vraiment tout secteur. Absolument. Okay. Les accessoires, la maroquinerie, les souliers, enfin voilà, les bateaux, les yachts. Il m'est arrivé de travailler pour un yacht builder à Monaco. Donc voilà, tous les secteurs sont vraiment très intéressés à changer cet état d'esprit. Le marché, se reposer la question de sa performance, même quand tout va bien, j'ai envie de dire, mais c'est quand tout va bien qu'il faut se poser la question. Parce que quand tout va mal, ou quand on est le nez au mur, et quand on est dans l'urgence d'une baisse de chiffre d'affaires, ou d'un chiffre d'affaires qui devient un peu moins performant, ou une marge qui est en baisse, eh bien parfois, ce n'est pas qu'il est trop tard, mais je pense que, et là je vais citer Lindsay Owen-Jones, l'un des anciens PDG de L'Oréal, qui est aujourd'hui bien évidemment le leader de la cosmétique, à qui un journaliste posait la question, mais comment êtes-vous devenu leader de la cosmétique, de la beauté ? Eh bien, tout simplement, a-t-il répondu en me posant chaque jour la question comment devenir demain meilleur que ce que je suis aujourd'hui ? Comment faire mieux demain pour mes clients que ce que je fais déjà très bien aujourd'hui ? Donc, en définitive, cette vision de mieux faire, toujours mieux faire, a maintenu, et encore, L'Oréal sur sa position de leadership. C'est cette remise en question doit être constante parce que le client aujourd'hui a affaire à un choix qui est vaste. Et notamment pour, alors c'est moins vrai pour l'hôtellerie, même si l'hôtellerie a affaire à Airbnb, qui est un gros concurrent. Pour tout ce qui est vente de parfumerie, de maroquinerie, de vêtements, eh bien il y a Internet. Et que si je vis une expérience un peu tendue, ou alors de tout à fait impersonnel, où je ne me sens pas unique, où je ne me sens pas très bien, en définitive, un numéro de chambre, un numéro de contrat, un numéro de carte de fidélité, eh bien j'ai le choix, moi, client, d'acheter peut-être toujours dans cette même marque, mais sur Internet. Et alors, on peut se demander quel avenir ont les maisons physiques demain. Alors, c'est vrai que nous aurons toujours besoin d'hôtels, ça c'est certain. Mais de plus en plus, ce domaine-là je dirais, se déprofessionnalise pour se reprofessionnaliser d'une manière différente. Voilà. Et quand on devient moins bon, eh bien, c'est un peu comme la nature qui n'aime pas le vide. Elle va remplacer rapidement une maison en déclin par une autre, et ce, dans tous les secteurs. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Et finalement, où se déplace notre équipe, justement, IFG Luxury Attitude? Alors, nous avons une valise toujours prête. Il faut le savoir. Il est vrai, je te sais en effet très rompu à l'exercice. Voilà, je pourrais remplacer une hôtesse de l'air. Alors bon, je sais bien que ça demande énormément de compétences, mais je connais les règles de sécurité par cœur. Donc, nous nous déplaçons dans le monde entier.
Nous avons moi-même, alors je suis bilingue, là je suis en train d'apprendre une troisième langue, mais nous avons des partenaires, là j'ai une jeune femme qui est quadrilingue, qui parle arabe, bien évidemment tout le monde parle anglais, français bien sûr, mais là nous étendons notre équipe à davantage de compétences linguistiques, avec des consultants qui maîtrisent l'espagnol, d'autres qui maîtrisent l'arabe, d'autres qui sont russophones, de manière à pouvoir échanger à travers le monde. Pour tout ce qui est contrat en Chine, puisque j'ai travaillé énormément en Asie et en Corée, généralement, bien évidemment, j'aurais du mal à maîtriser ou le mandarin ou le cantonais ou même le chinois simplifié. À ce moment-là, nous procédons en anglais et en traduction simultanée. Voilà, ça c'est aussi une possibilité. Mais nous avons une valise prête à intervenir dans le monde entier. Pour te donner un exemple, l'année dernière, j'étais aux États-Unis et en Chine pour un énorme projet dans la joaillerie. Voilà. Finalement, on est, tu parlais en fait d'une histoire de co-construction. Oui. Et donc, en effet, nous avons mis quelques exemples. Tu as cité en effet le groupe CRIS. Nous avons en effet, il y a quelques années, accompagné le groupe ADP, le groupe Barrière également, auprès duquel nous avons continué. Souhaitais-tu nous donner davantage de témoignages auprès justement de cet accompagnement, parce que finalement on n'a jamais vraiment rompu le contact avec ses clients justement. Non, alors c'est vrai que les exemples sont nombreux. Je ne voudrais pas non plus rentrer dans une sorte de catalogue où je vais lister tout le monde, mais j'ai accompagné pendant très longtemps, et là avec un succès retentissant, le Barrière les Neiges, qui est passé de 5 étoiles à la labellisation Palace, et ce en 3 saisons seulement à Courchevel. Alors que ce secteur est extrêmement concurrentiel. Courchevel est certainement une station de ski en France où la concentration luxe est extrêmement élevée, et donc les challenges étaient importants. J'ai aussi travaillé pour de nombreuses marques en dehors du secteur hôtelier, donc j'ai cité CRIS tout à l'heure, mais je peux citer également Air France, avec lequel nous avons travaillé pendant énormément d'années sur justement l'expérience client par cercle concentrique, c'est-à-dire que nous avons commencé par la cabine business, et puis puisque ça a très très bien fonctionné, nous avons déroulé sur les autres cabines. Ensuite, tu parlais des partenaires externes tout à l'heure, donc très important, puisque ça a très très bien fonctionné avec ce groupe, par voie évidemment déconcentrique. Nous avons travaillé avec tous les partenaires qui sont partie prenante de la relation client quand nous sommes passagers, clients maintenant d'Air France. Et d'ailleurs, je voudrais rendre hommage à toutes les très belles équipes d'Air France qui, grâce à cette relation attentionnée, a su passer du tréfonds du classement où elle était en position 5e, 6e, alors ça varie, parce qu'évidemment, en fonction de Skytrack et des enquêtes qu'ils font, le classement peut varier, mais à la marge, Air France est dans les 10 premières compagnies citées au monde pour l'excellence de son service. Et là, je suis extrêmement fière de cet accompagnement parce que c'est l'un de nos succès les plus retentissants. Mais il y en a eu d'autres, bien évidemment, il n'y a pas eu que cela. Mais certains nous gardent sous le sceau de la confidentialité. Un autre accompagnement qui a duré à peu près 5 ans, ce fut avec les hôtels du groupe de l'Evian Resort, le Royal d'un côté et l'Hermitage de l'autre. Et là, je voudrais adresser un grand merci à Laurent Roussin, qui était le directeur général du Royal, avec lequel j'ai travaillé main dans la main. En définitive, c'est ça, la réussite d'un projet Luxury Attitude, c'est de pouvoir travailler main dans la main avec le directeur général, ses directeurs adjoints,
pour pouvoir faire en sorte que les équipes soient embarquées au quotidien. Donc ça, c'est clé. Ça, c'est clé. Ça, c'est l'un des facteurs clés de réussite, c'est l'embarquement des équipes et l'exemplarité, ce leadership, à la fois bienveillant, mais aussi, je ne dirais pas autoritaire. La bienveillance, ce n'est pas se laisser faire, se laisser passer. C'est pas laisser faire tout et n'importe quoi. C'est aussi poser quelques limites. Et je me souviens d'une personne particulièrement que je salue là au passage, bonjour Dominique, qui avait démarré ce projet avec beaucoup de résistance à ce changement. Et grâce à notre accompagnement, Laurent et moi avons pu passer Dominique d'un statut de résistant, de rebelle, à un statut, oui, voilà, je me pose en représentant exemplaire de l'excellence de la relation client. Et grâce à toutes les équipes, eh bien, cet hôtel a su gagner sa labellisation Palace et a su regagner le cœur de ses clients qui étaient partis de par un service qui était jugé non à la hauteur avant notre projet. Donc finalement, ce que nous proposons est loin, nous ne parlons ô combien pas de formation, nous sommes vraiment sur de l'expérience, d'un récit construit finalement, d'une identification trouvée ensemble et qui permet de créer en effet l'émoi tant du côté client que finalement du côté collaborateur. Donc c'est pour moi un outil formidable de cohésion et de fédération de mon équipe autour d'un objectif commun finalement. Tu as absolument raison, Émilie, et je dirais même que la réussite de ce projet va passer d'abord par les collaborateurs, qui sont la clé. Et là je vais citer Henry Ford, qui a de nombreuses années disait il y a 2 lignes qui n'apparaissent pas au bilan annuel d'une entreprise. Première ligne, c'est la réputation d'une entreprise. Deuxième ligne, c'est le capital humain. Alors que ce sont ces 2 lignes les plus importantes, l'un étant la conséquence de l'autre, puisque quand un service est jugé satisfaisant, eh bien oui, c'est que nous avons atteint notre minimum, mais aujourd'hui ça n'est plus ça, bien évidemment. Et Henry Ford avait déjà cultivé je dirais, cette espèce de clientélisme en interne. Richard Branson disait, mais traitez bien vos clients, mais traitez d'abord bien vos employés si vous voulez qu'ils traitent bien vos clients. Et Henry Ford a été le premier à mettre en place ce qu'on appelait à l'époque en économie le $5 a day. Donc il payait beaucoup plus ses employés pour qu'ils puissent devenir ensuite des clients et acheter la Ford T. Oui. En fait, ça a été le précurseur avec Aristide Boucicaut, créateur du bon marché, sur justement je ne vais pas évoquer le mot paternalisme parce qu'il peut être associé à des choses très noires et très limitantes, mais j'ai envie de dire, voilà, ce côté accompagnement en interne des employés, des collaborateurs, des chefs de service, des N+1, +2, +3, pour que tout le monde se sente bien. Et ensuite, évidemment, par répercussion, par effet domino, les clients vont se sentir bien. Et il est vrai que tu me fais penser à une expérience que nous avons eue justement dans le secteur banque assurance, où justement il y a là vraiment un besoin. Moi je le vois même en tant que en termes de banque de détail, en tant que cliente, où finalement là le digital a fait vraiment son irruption de manière assez fantastique, mais aussi également effrayante. Que dirais-tu toi et quels conseils du coup donnerais-tu si nous avons des auditeurs justement de ce secteur, puisque cette hyper digitalisation nous perd aussi quelque part. Alors, grand sujet, cette digitalisation de la relation. Bien évidemment, tu parles du secteur bancaire, mais je peux aussi parler des aéroports où toute une part de la responsabilité
des process revient au client. Par exemple, là, maintenant, j'étais à ma banque dernièrement pour remettre des chèques. Il y a encore une vingtaine d'années, j'avais un humain devant moi qui prenait mes chèques et qui les mettait sur mon compte bancaire. Aujourd'hui, j'ai une machine, j'appuie sur des boutons, c'est extrêmement rapide, ça me dit merci, ça personnalise un tant soit peu la relation, mais ça reste une machine robot. Dans les aéroports, c'est exactement la même chose. Émilie, tu peux toi-même sortir ta carte d'embarquement, ton étiquette bagage, mettre l'étiquette bagage. Alors, c'est pas évident, hein, il faut c'était un petit coup de main, mais mettre l'étiquette bagage autour de la poignée, et puis maintenant, tu as des tapis drop-off, ou alors parfois, tu as une personne derrière un comptoir, voilà, assez isolée, qui va t'accueillir. Il ne faut pas confondre service au pluriel et service. Bien évidemment, je ne vais pas vous dire arrêtez la robotisation, arrêtez la digitalisation. Bien sûr que c'est un impondérable qui peut soulager les collaborateurs à condition de remettre de l'humain et de remettre du sens dans la relation. D'accord. Voilà. Par exemple, l'autre jour, dans ma banque, je vais à cette machine diabolique pour y déposer mes chèques. Et là, j'ai quelqu'un qui est venu me dire bonjour. Et cette personne était chargée de l'accueil. Chose absolument, alors non pas étonnante, mais ce qui ne se faisait pas auparavant. C'est-à-dire que les gens restaient plutôt assis en mode statique, alors que là, en définitive, le service a changé. C'est-à-dire qu'il est passé du mode statique au mode dynamique. La personne reste debout, mais fait le tour du comptoir et va me voir pour voir et éventuellement si j'ai un problème au niveau de la machine. Je suis auditrice, chef projet. Au vu de ma connaissance même des problématiques de la business unit dans laquelle je suis ou bien même de l'équipe que je dirige, je sais que j'ai un besoin criant justement de sensibilisation et de définir sans doute en effet des signatures. Comment IFG, via l'équipe Luxury Attitude, peut m'accompagner? Parce que je comprends que moi, je ne suis pas décisionnaire et que comment je dois justement pouvoir accompagner et surtout engager ma propre direction. Ça, c'est la question clé. Alors, il y a beaucoup de chiffres. Parce que bien évidemment, quand nous avons démarré il y a plus de 30 ans maintenant avec Luxury Attitude, la grosse difficulté que nous avions, c'était la preuve. Parce qu'il faut du temps pour pouvoir prouver que cette notion d'excellence de la relation a un réel impact sur le chiffre d'affaires. Et là, je vais rentrer sur une forme de provocation. Pour nous, le chiffre d'affaires est une résultante, c'est une conséquence de ce que nous faisons au quotidien pour nos clients. Quand un client se sent bien, ça a été prouvé en neurosciences, il est capable d'acheter plus et plus cher. Mais typiquement toi, en face de cette boutique où le monsieur t'interpelle. Absolument. Et beaucoup de recherches en neurosciences ont prouvé qu'aujourd'hui, les émotions, alors évidemment positives, sont à l'origine de nos décisions d'achat pour 96%. Émilie, peux-tu imaginer qu'aujourd'hui, 96% de nos décisions d'achat viennent de nos émotions positives. Attention, quand elles sont négatives, non, je tourne le dos et soit je vais sur Internet, soit je vais chez le concurrent. Donc, ça veut dire que ça n'est pas tant le prix ou les caractéristiques d'un objet ou les caractéristiques d'un service bancaire ou d'une assurance. C'est surtout l'humain. Et là où effectivement, nous pouvons faire la différence, c'est et accompagner, par exemple, soit la directrice de la formation, soit la directrice RH, et embarquer la direction générale sans parler d'investissement et de retour sur investissement. Nous avons pu mesurer, et le groupe Michelin, qui avait fait une conférence il y a quelques années au salon de l'expérience client, avait dit, ben voilà, nous avons embarqué un premier pays qui était les États-Unis. Nous l'avons embarqué sur quelques points pilotes, sur une expérience client. Nous avons fait appel à des volontaires et ensuite, par voie de témoignages et d'observation et de mesure de la performance, eh bien, tout ce pays a été embarqué et quelques années après, nous avons pu mesurer que ça avait eu un impact de plus de 30% sur le chiffre d'affaires.
Donc là, j'ai envie de dire, en dehors des nouveautés produits, des collaborations que l'on peut faire quand on est une maison de luxe, du changement de décoration dans un hôtel, ou de l'addition et de la surmultiplication des services dans un hôtel. En définitive, ces 30%, c'est un argument en soi, non? Qui n'a pas envie de 30% d'augmentation? Alors attention, ça n'est pas une promesse, hein, c'est juste un constat. Parfois, cette augmentation est moindre, elle n'est que de 5%, mais le marché est tellement atomisé, tellement saturé que c'est déjà très bien. Et puis parfois, c'est beaucoup plus. Alors, on peut le mesurer par aussi l'engagement des clients. Par exemple, j'ai travaillé dans l'automobile et c'est curieux parce qu'avec la direction générale de ce groupe, nous mesurions l'avant-après, c'est-à-dire avant la formation et l'après-formation. Avant formation, le Net Promoter Score, donc, qui est l'un des outils que nous utilisons pour mesurer l'engagement client, et puis pourquoi pas l'engagement en interne collaborateur. Le Net Promoter Score client était, de 20 à 30%. Et systématiquement, après une formation d'une journée et demie ou d'une journée ou d'une demi-journée avec certaines typologies de collaborateurs, le Net Promoter Score était quasiment systématiquement multiplié par 2. Donc, l'engagement client est beaucoup plus fort après, ne serait-ce qu'une formation. Donc, tu peux imaginer qu'une fois que nous avons construit, cet engagement est d'autant plus. Je tiens à partager de vive voix, en effet, un message de Clotilde Barou, que je remercie. Vraiment, votre message nous touche, mais c'est surtout qu'il est aussi très concret. Je la lis. Oui. J'ai déjà eu la chance de suivre une de vos formations sur le service d'excellence. Donc, ça veut dire qu'il y avait eu un amont, puisqu'il y a bien eu une immersion et un accompagnement d'abord. Il y a réellement eu un avant et un après pour moi. Mon seul regret est que l'entreprise ne soit pas assez impliquée sur le long terme. Mais il n'est jamais trop tard, d'ailleurs. J'ai pu sentir un renouveau après votre passage, mais, je reprends, il aurait fallu d'autres interventions auprès des équipes pour que cela soit réellement ancré et porté par l'ensemble des collaborateurs. Et là, j'avoue que je me permets aussi de prendre la parole parce qu'il est vrai que c'est là où aussi nous intervenons régulièrement auprès de la direction de ces maisons qui s'engagent justement dans cet accompagnement et dans cet exercice parce qu'elles sont elles-mêmes, finalement, elles créent, elles construisent finalement le récit qu'elles souhaitent justement apporter à leurs clients, mais aussi et avant tout à leurs collaborateurs. Et très récemment, en effet, nous avons eu l'occasion d'accompagner sur 3 ans une entité qui fait un travail, je ne peux malheureusement pas la citer, mais qui a fait un travail remarquable, qui a pu percevoir justement les changements. Ça l'a amené justement à changer même dans sa dénomination et c'est là en effet une vraie fierté. Mais le plus dur est toujours de tenir en effet la durée. Mais comme nous le disions en effet précédemment, il n'est jamais trop tard puisque nous pouvons aussi intervenir en effet à tout moment, peu importe le degré de maturité de votre entreprise. Alors déjà, merci infiniment Clotilde pour votre témoignage, ça me touche infiniment. Alors il est vrai qu'il y a 30 ans et jusqu'à il y a peu, l'accompagnement Luxury Attitude était un accompagnement stricto sensus, design, formation, un peu de coaching et puis ensuite c'était au manager de prendre le relais. Aujourd'hui ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui peuvent nous demander d'intervenir sur les partenaires extérieurs, tu le soulignais tout à l'heure, mais il y a aussi des maisons qui nous demandent de retravailler la partie recrutement, parce que c'est clé aujourd'hui, le bon casting, et aussi la partie onboarding. Pour éviter la fuite. On sait parfaitement que les 45 premiers jours sont vitaux pour retenir les employés. Alors déjà, ce que nous avons fait pour certaines maisons, et pour répondre davantage à Clotilde et démontrer comment nous aussi, nous avons su nous remettre en question et évoluer, c'est qu'aujourd'hui, nous accompagnons la partie ressources humaines sur le recentrage de KPI. Voilà.
sur les critères de recrutement. Voilà. Qu'est-ce que l'on recrute? Qui recrute-t-on? Il y a quelques années, nous étions plutôt sur les compétences dures. Aujourd'hui, on va rajouter, alors, compétences molles, c'est très moche, hein. On va plutôt parler de soft skills et de toutes ces bonnes manières. Voilà, donc, et ensuite, c'est les méthodes de recrutement en elles-mêmes. Est-ce qu'on recrute encore derrière un bureau? Ou est-ce qu'on va sur le floor d'une boutique pour voir un peu comment la personne se conduit? En définitive, c'est ça, c'est repenser l'ensemble de la chaîne de valeur en amont de l'expérience client entre un collaborateur et un client. Oui, oserais-je dire, finalement, nous n'y arriverons jamais seuls. Non. Un seul directeur général ne saurait mener ça seul, et encore moins seul avec ses équipes sans une intervention extérieure, en fait, finalement, qui leur permette de relever aussi, finalement, la tête. Alors, je me permets néanmoins de mentionner donc le message de Sadia Radji, et je l'en remercie. Madame Paldacci, votre expérience dans votre domaine est impressionnante. Alors, je tiens à vous confirmer en effet que Nathalie Paldacci, et nous en sommes fiers, est en effet consultante IFG Executive Education depuis de nombreuses années, remarque, et nous l'en remercions. Nous le remercions de sa confiance, pour son expertise également, et tout le bienfait qu'elle procure en effet à nos clients, mais à nos équipes plus globalement, puisque bien entendu l'excellence se vit aussi également en interne. Merci. Et elle continue en vous demandant, alors là est peut-être moins le point, je passerai sur une seconde question qui a été posée, mais à savoir, comment êtes-vous devenue formatrice chez IFG? Je pense qu'on en reparlera peut-être à une autre occasion, mais sachez, voilà, en tout cas ça, la question a été posée. Nous avons également une question d'un auditeur qui est: comment justement arrive-t-on à faire de ses collaborateurs et ensuite ses clients, donc ça veut dire qu'on a bien été entendu, de véritables ambassadeurs de sa marque ou de son entreprise? Alors, je vais rentrer dans le management, là. Très souvent, le manager est la clé de la réussite ou de l'échec d'un projet. Et voilà, où le bas blesse, c'est que nous pouvons toujours intervenir, réintervenir, accompagner main dans la main avec un esprit couture, sur mesure, toujours cette envie de se coller à l'ADN de la maison et à ses valeurs. Mais à un moment donné, on disparaît du champ de vision parce que, bien sûr, nous sommes des consultants et nous sommes là pour aider, accompagner, mais la prise de relais est le plus important. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous travaillons beaucoup sur le management, qui est la clé de succès. D'accord. C'est-à-dire que, pour vous donner un contre-exemple, c'est-à-dire faire ce qu'il ne faut pas faire. J'étais l'année dernière à New York pour rencontrer la directrice d'un flagship d'une maison italienne de luxe et qui venait de prendre son poste. Et elle me dit, voilà, quand je suis arrivée, tous mes adjoints, j'en ai 10, parce que c'est un flagship qui est sur 5 étages, tu imagines à New York, qui fait plus de 1000 mètres carrés. Donc évidemment, il y a 150 personnes à bord. C'est une véritable entreprise au sein même de l'entreprise. Et elle me disait, quand je suis arrivée, je trouvais tous les bureaux de mes managers très bien. Il y avait des chaussons, il y avait des post-it partout, enfin, voilà, du café, une thermos de thé. Et quand je suis rentrée dans mon bureau après, on va dire, une observation terrain et un briefing, je voyais tous mes managers, floor managers, dans leur bureau. Et voilà. C'est remettre du sens. Ça veut dire remettre aussi les managers sur le terrain. Et là, on peut se poser la question, alors on parlait de la digitalisation tout à l'heure, on peut aussi parler de ce que nous avons obligé nos managers à faire pendant toutes ces années précédentes, c'est-à-dire des reportings pour les acheteurs, des reportings pour les RH, des reportings pour... Enfin bref, ils passaient 80% de leur temps dans le bureau et 20% à peine sur le terrain. Alors qu'en définitive, c'est l'inverse.
c'est les libérer au possible pour qu'ils passent du temps sur le terrain, pour être l'exemple, mais aussi cette dynamique, cette impulsion. Mais pour ça, il faut une bonne compréhension de la chose. Donc, le luxury, c'est créer un souvenir. Oui, c'est ça. C'est créer... Une émotion, peut-être. Oui, c'est créer de l'émotion en interne, c'est créer de l'émotion en externe. J'ai eu après certaines formations et certains accompagnements. Alors, les feuilles d'évaluation, parfois, je les prends en photo et je les accroche parce que on me met des smileys, on me dit, par exemple, dernièrement, pour un hôtel, un palace, j'ai eu une réflexion d'un participant qui m'a dit, mais on sent en vous la passion. Voilà, autant de feedbacks qui sont comme des cadeaux. Et c'est prendre aussi les feedbacks clients, s'améliorer. Je pense que c'est important. Et la voix du client est extrêmement importante. Il est 13h27. Ah. Je voudrais te laisser le mot de la fin. Quel mot souhaiterais-tu offrir à nos hôtes pour cette fin de webinaire qui sera tout à fait accessible et disponible à l'ensemble des inscrits en replay? Je te laisse ce mot de la fin et reçois toute ma gratitude. Vraiment, merci. Émilie. Alors, j'aime bien les chiffres, mais je préfère les émotions et l'humain et l'intelligence émotionnelle et l'empathie, mais je vais quand même parler de chiffres. Parce que, je sens que j'ai des managers en face de nous et qui attendent aussi des choses. Alors, je fais beaucoup de recherches, évidemment, pour étayer mes propos, que ce soit vis-à-vis des directeurs généraux ou même dans mes formations. Mais grâce à toi, en effet, le luxury a vraiment... Et les chiffres sont plus parlants. Donc, je suis tombée sur une grande enquête menée par Smart dernièrement, avec un énorme sondage, notamment sur les nouvelles générations, parce qu'il ne faut pas les oublier. On parle de luxe, on parle de haut de gamme, on a toujours en tête des clients peut-être dans la quarantaine, mais non, aujourd'hui le luxe se rajeunit énormément et la clientèle se rajeunit. Et il faut une bonne compréhension des attentes de nos clients, quels qu'ils soient et d'où qu'ils soient. Alors, on parle des milléniums, et on peut aussi parler des Gen Z et des générations Y. Alors, ce sondage a démontré 3 chiffres, et je terminerai là-dessus. Le premier chiffre, c'est que 52% des 18-34 ans recherchent cette excellence de service client. Énorme, hein? Alors que eux sont... Pour une génération de l'immédiateté absolue. Ceux qui sont nés avec un smartphone dans la main recherchent l'excellence client pour 52%. 77% des milléniums, donc ils sont un peu plus âgés, peuvent payer plus et sont prêts à payer plus pour bénéficier d'une belle expérience client et avoir et repartir en plus de quelque chose, et bien repartir avec des souvenirs et cette joie d'avoir fait une belle rencontre ou ce souvenir qui va marquer et qui va nous faire revenir. Dernier chiffre, et là c'est un chiffre négatif, 54% de ces clients, alors de 18 à 50 et plus, quittent une marque à cause d'un service médiocre. Voilà, donc c'est autant de chiffres qui permettent d'étayer la notion de l'importance cruciale de mettre de l'émotion positive dans notre relation, de créer des émotions, et pour ça il y a plein de techniques, mais aussi il y a le cœur, et remettre le client au cœur de nos priorités et non de nos préoccupations. Souvent on dit mettre au centre de nos préoccupations, non, c'est de nos priorités. Voilà, se dire que le client lui doit tout. Merci monsieur le client, merci madame la cliente de nous laisser du chiffre d'affaires, même si ce n'est qu'un petit café ou un petit rouge à lèvres, mais ça permet d'être un ticket d'entrée. Et voilà, je voulais aussi dire que
Tu m'as mis un message, Émilie, parce que tu veux Oui, que je dise quelque chose. Il est 13h31 et je crois que et je nous suis avons... trop bavarde. Merci. Emportée que je suis. Merci beaucoup, Eric, pour votre message. Merci à toi. Merci, Émilie, de m'avoir invitée. À très bientôt. Merci. Et merci à tous. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup, Sadia. Merci. Au revoir. Au revoir.